Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Think Holistic. Concernant l'activation de ces, ou plutôt la redécouverte de ces capacités de haute perception sensorielle, il me paraît tout à fait évident et logique de se poser des questions sur la démarche et sur le pourquoi en fait on aurait besoin de prendre conscience de ces capacités et surtout au risque que cela peut comporter également. Le travail de Peter Sanders est tout à fait intéressant à ce sujet, parce qu'il a vraiment systématisé ce travail d'approche autour de l'acquisition, ou plutôt de la redécouverte, encore une fois, de ces hautes perceptions sensorielles. J'ai relu en grande partie le livre que j'avais déjà lu plusieurs fois, You Are Psychic, et autant j'ai trouvé qu'effectivement, son livre est très bien écrit, les exercices sont très bien détaillés, et là-dessus, il n'y a aucun problème. Autant je trouve que au niveau des exemples qui sont donnés, eh bien, alors tous les exemples qui sont donnés sont très élogieux dans le sens de l'utilisation de ces sens, parce qu'ils permettent d'avoir des résultats assez étonnants, parfois de se sortir des situations compliquées. C'est pas du tout pour, comment dire, discuter sur la véracité de ces récits qui sont pour moi tout à fait véridiques et justes. Je remets pas en question la parole de l'auteur, bien entendu. Non, ce que j'aurais bien aimé avoir dans cette approche, c'est un peu plus des contre-exemples, c'est-à-dire des exemples où justement, eh bien, l'utilisation de ces sens, de ces hautes perceptions sensorielles n'a pas fonctionné, ou plutôt n'a pas donné les résultats qu'on souhaitait, ou alors plutôt que la personne n'a pas réussi peut-être à bien faire la différence de ce qui est de l'ordre de la production mentale ou de la projection mentale, et ce qui est de l'ordre de la perception en fait d'une information subtile et on va dire plus objective. Et c'est vrai que du coup on a un peu cette impression que il y a une espèce de promotion qui est faite dans le livre autour de ça. Alors bon, je pense que c'est peut-être un petit peu la culture américaine, je sais pas. Mais tout ça m'a fait penser aussi au fait que ça fait quand même un certain nombre d'années que le livre existe. Il a formé un certain nombre de personnes, il y a eu beaucoup d'instructeurs. Et je me suis posé la question s'il n'y a pas eu des problématiques indirectes liées à tout ça. Mon point est que le fait que justement on puisse trouver un moyen d'accéder plus facilement à ces sens, eh bien, ça peut laisser la porte ouverte, je pense, à un certain nombre de dérives, ou plutôt à un certain nombre de fantasmes de beaucoup de personnes, qui tournent autour de l'acquisition de pouvoir, en fait, de pouvoir donc spirituel. Et c'est vrai qu'en soi, la capacité de voir donc dans l'aura d'une personne et donc de voir des choses qui sont peut-être cachées, que la personne ne souhaite pas montrer, par exemple. Est-ce que c'est pas une recherche de pouvoir, ou plutôt même peut-être une intrusion? Donc à partir de là, en fait, tout cela m'a fait penser à des questions d'éthique et de morale. J'ai fait des parallèles aussi avec ce que les textes bouddhiques nous disent, notamment, je cite souvent Valpola mais il en parle dans son livre d'enseignement du Bouddha, où ils disent qu'effectivement la concentration juste est une étape fondamentale et importante pour l'établissement de l'attention juste, mais il dit aussi qu'il ne faut pas non plus se focaliser uniquement sur cet aspect concentration juste et recherche de pouvoir, parce que c'est une illusion. Et du coup, je me suis dit, mais alors pourquoi aujourd'hui, visiblement, Pete A. Sanders, alors qu'ils ont formé un certain nombre de personnes autour de ses capacités à travers le monde depuis le livre date des années 80, donc ça remonte un petit peu quand même, hein, eh bien, ils se focalisent principalement plus sur l'activation donc, de cette zone au cœur du cerveau qui permet de réguler l'activation limbique et qui, donc il appelle cette zone le Joy Center, qui correspond à une zone précise en fait du cerveau, hein, plus ou moins. Bon, moi je suis pas neurologue, hein, moi je me fie à ce qu'il dit. Et cette zone c'est le, le septum pellucidum. Voilà, septum pellucidum. Bon, c'est au cœur de l'encéphale, plus ou moins. Et c'est bon, c'est pas très loin de, vous savez, la glande pinéale. Bon. Après, je sais pas, je suis pas neurologue, mais il y a quand même quelque chose avec cette zone du cerveau, ça c'est évident. Et surtout, Peter Sanders, il s'est beaucoup recentralisé donc sur ce travail en fait de régulation des humeurs et de connaissance de soi et d'exploration de ce qui se passe dans son corps en fait, hein, visiblement.
Et je me suis demandé donc finalement si, tout simplement, il n'y a pas eu des demandes un petit peu exotiques ou des problèmes de gens qui étaient plus dans une recherche de pouvoir que dans une recherche de bien-être. Parce que c'est vrai que quand il parle de l'acquisition de ces hautes perceptions sensuelles, il en parle dans le sens de redevenir un individu libre. Et bien entendu, de ne pas chercher à l'utiliser à mauvais escient ou de chercher absolument des capacités supérieures. Voilà. L'idée, c'est qu'en fait, on retrouve des choses qui sont en nous, qui nous permettent d'avoir une boussole un peu plus perfectionnée, on va dire ça comme ça, plus subtile, qui peut nous orienter au quotidien. Mais voilà, je pense que cette boussole, elle n'est pas infaillible, justement. Et, euh, et ça, c'est ça que je pense qu'il manque dans son livre. Alors, il faut que je termine de lire le dernier chapitre, parce qu'après, il parle pas que justement des sens, des hautes perceptions sensorielles, des sens psychiques. Mais donc, cette boussole, elle n'est pas infaillible, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait de prendre conscience qu'on a ces sens et de les réactiver un peu, hein, ça fait pas de nous des êtres omniscients. Donc notre conscience est quand même un champ perceptuel assez limité, fondamentalement parlant. Donc l'idée c'est que à travers la prise de conscience de ces capacités, on ne soit pas dans une recherche d'omniscience, et surtout qu'on comprenne que notre champ de perception reste, même s'il est assez large, on ne contrôle pas complètement, en fait, ce qui se passe. Donc c'est pour ça que moi, dans son livre, j'aurais bien aimé avoir des contre-exemples par rapport à ça, où justement, bon, la personne a peut-être mal interprété les informations qu'elle recevait par intuition ou par clairaudience ou par d'autres sens. Et eh bien, ça c'est pas allé dans le sens qu'elle voulait, en fait. Ou alors, les résultats ont été différents de ce qui était attendu. Voilà. Je ne sais pas si ça fait sens, en tout cas pour vous, mais pour moi, c'est tout à fait intéressant parce que ça donne même une meilleure profondeur, en fait, à ce travail. Dans le sens où ce travail n'est pas uniquement tourné vers justement l'acquisition de pouvoir en tant que tel. C'est juste une prolongation de la pratique de l'attention juste, qui passe, je pense, effectivement, dans un premier temps, par plutôt activer donc énergétiquement, parce que quelque part, quand il dit qu'il faut voyager à l'intérieur de notre cerveau pour euh, être en contact avec cette zone, pour tous ceux qui ont fait de l'énergétique interne comme moi, il y a du chi, veut dire, l'énergie suit l'intention. D'accord? Donc en fait, l'idée, c'est de réactiver cette zone pour pouvoir ben, réactiver le centre énergétique supérieur et avoir des effets de régulation globale sur le corps. Donc l'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, par la recherche de se reconnecter à ces antennes et de se reconnecter à nos fonctions de régulation interne du corps, eh bien, du coup, déjà, on se sente mieux, en fait. Voilà. Et je pense que son objectif principal aujourd'hui tourne autour de ça, c'est l'acquisition et la recherche d'un meilleur équilibre émotionnel, en fait, plutôt que de se focaliser uniquement sur l'acquisition de pouvoir. Et ça fait complètement sens, dans le sens où, généralement, les gens qui sont dans cette recherche de pouvoir, ils sont dans cette recherche de compensation. Hein, pour reprendre un petit peu tout ce que nous explique Adler sur donc, le sentiment d'infériorité et la fonction de compensation, eh bien, elle peut tout à fait s'exprimer dans ce sens-là. C'est-à-dire quelqu'un qui a une forte frustration ou a besoin de compenser un certain manque. Voilà, bon, ça c'est deux, trois exemples comme ça, mais on pourrait en trouver d'autres. Eh bien, il va, entre guillemets, trouver cette solution pour pouvoir compenser en fait ce profond sentiment d'infériorité qu'il a du mal à accepter en fait en lui-même et il a du mal à reconnaître ses limites et le fait que, bien, effectivement, comme tout le monde, on a ce sentiment d'infériorité en nous et qu'on cherche à compenser. Donc là encore, vous voyez, ce modèle, cette façon de, je ne veux pas parler que du modèle, cette façon de penser holistique, d'intégration entre ces différents modèles, avec, on va dire, un modèle un peu plus global autour du modèle des 8 circuits de conscience, mais qui intègre lui-même d'autres modèles en son sein, pour pouvoir être le plus exhaustif possible, fait que du coup, on est amené à devoir faire des connexions entre ces différentes mises en pratique. Et là, par rapport à l'acquisition donc de ces sens,
Pour faire un parallèle avec le travail sur soi et les 8 qualités majeures dont on a parlé dans la vidéo à propos de ce que Alain Grosbon avait écrit. Bon, donc là, dans l'acquisition de ces 8 qualités majeures, là, on est clairement dans l'acquisition de la réceptivité, en fait. De la qualité de la réceptivité. C'est-à-dire effectivement, d'être le plus réceptif sur ce qui se passe dans l'instant présent. Parce que, justement, voilà, pour moi, l'intérêt presque presque naturopathique, j'ai envie de dire, donc de régulation, on va dire, des énergies en nous pour acquérir une meilleure santé globale et un meilleur sentiment de bien-être, ce qui pour moi va de pair complètement, eh bien, euh, arriver effectivement à être dans l'instant présent, à réguler son dialogue intérieur qui est très incessant. Je veux dire, pour beaucoup de gens, c'est normal en fait d'avoir ce dialogue intérieur incessant, mais qui consomme excessivement d'énergie. Donc ça tourne autour de cette zone du cerveau limbique là, qui en fait tourne en boucle constamment, quoi. C'est vraiment du ressassement, vous voyez. Et là, on a besoin donc du coup d'activer, on va dire, nos circuits supérieurs. Donc là, par l'entremise de l'attention portée à ces zones de réception de ces sens psychiques, pour pouvoir justement bien ne moins porter son attention sur le dialogue intérieur en fait. Parce que c'est exactement ça que nous disent les méditants de la pleine conscience. En fait, l'idée c'est que ce dialogue intérieur incessant, on peut pas le forcer à s'arrêter complètement, quoi. C'est comme si on essayait de forcer une zone du cerveau qui est instinctive à s'arrêter complètement de fonctionner. Bon, alors peut-être que c'est possible, je n'ai pas les moyens de valider ça, parce que je ne suis pas neurologue, mais partons du principe que c'est peut-être pas possible de complètement l'arrêter, mais par contre, on peut la réguler, donc on peut diminuer son intensité en portant notre attention ailleurs. Et c'est exactement ce qui se passe. Là, en portant notre attention sur une zone spécifique du cerveau qui, visiblement, va travailler sur notre humeur générale, parce qu'il va y avoir forcément, je pense, une corrélation entre un phénomène de prise de conscience, d'attention portée au niveau du système nerveux central, et du coup, il y a forcément des sécrétions d'hormones, en fait, qui jouent là-dedans. Hein. Et c'est ces hormones-là, en fait, qu'on va chercher à faire sécréter par on va dire, cette zone du cerveau, qui va ensuite agir sur les différentes autres glandes endocrines de notre corps, en fait. Hein. Notamment la thyroïde, les glandes surrénales. Bon, voilà, en fait, tout ça, tout ce système hormonal fonctionne lui aussi dans une espèce de boucle et un équilibre parfois assez complexe à comprendre. Et l'idée, c'est d'essayer le plus possible de rétablir la balance. Alors là, on peut bien entendu le faire en passant par le biais de la phytothérapie, la nutrition, puis la relaxation. Mais là, l'idée, c'est de passer par le biais de, quelque part, du circuit donc neurosomatique et donc de la dimension énergétique, où, en fait, on explore le fait qu'on peut rentrer dans notre corps et par l'utilisation d'une partie, en fait, quelque part, de notre système nerveux, bon, on est capable de s'auto-programmer quelque part. Et donc de demander à une glande, quelque part, de notre cerveau, visiblement, de mieux fonctionner. Bon, ça paraît complètement fou, hein, mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe et c'est pour ça que du coup des gens arrivent à réduire leur rythme cardiaque. Voilà, donc Pete Sanders en parle en fait dans son livre du Reiki. Effectivement, il dit que ça ne doit pas passer par le même canal du système nerveux qui correspond au je veux, vous voyez, avec la conscience. Là, c'est en fait plutôt, l'idée c'est plutôt de travailler donc, sur ce système nerveux autonome et de plutôt faire de la visualisation, voilà, pour, je pense, réactiver d'autres zones du cerveau. Ok? Et en tout cas, pas travailler avec le moi-je, entre guillemets, quoi. Là, c'est plus un travail de résonance et d'activation presque de nos capacités supérieures. Donc on pourrait faire un parallèle avec les sens, avec les circuits, donc au-dessus, que ce soit le 5e et le 6e. Parce que là, pour moi, on est clairement dedans. En tout cas, pour revenir à ce que je voulais dire au départ, c'est que dans un premier temps, voyons l'exploration et la redécouverte de ces sens subtils comme un moyen de faire plus confiance à ce qu'on perçoit, d'accord?
comme un moyen de comprendre qu'en fait, et d'expérimenter le fait qu'on a une boussole intérieure qui peut nous aider à prendre de meilleures décisions dans notre vie quotidienne et qui peut parfois, visiblement, nous aider à nous sortir de situations qui ne seront pas favorables pour nous, mais tout en gardant aussi l'idée qu'en fait, le fait de faire ça va nous aider à moins porter notre attention sur le dialogue intérieur incessant qu'il y a dans notre cerveau. Pensouillard le hamster, hein, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est un livre d'un Québécois, mais il a complètement raison. Et du coup, de réactiver peut-être d'autres zones de notre néocortex, quoi, qui va réguler l'activation et le travail sur le cerveau limbique. Et conséquence de ça, on va se sentir dans un autre état de conscience, en fait. On va se sentir plus dans la réceptivité de ce qui se passe dans l'instant présent et plus attentif aux signaux que l'on capte de notre environnement. Pour autant, il ne faut pas que ça devienne une recherche de pouvoir où, à travers l'utilisation de ces sens, on pourrait avoir une plus forte capacité à influer sur le cours des choses dans notre vie, en fait. Hein. Attention à ne pas glisser dans justement une forme de pensée magique que l'on retrouve dans le New Age, que j'ai, comme je vous l'ai déjà dit, hein, que j'ai expérimenté. Je veux dire, j'étais confronté à ça, quoi. C'est un glissement facile quand on commence à réactiver cette zone, surtout du 6e circuit. Quand on fait de la visualisation, des choses comme ça. Ben là, il y a justement, on peut être tenté d'activer cette zone cette partie de notre système nerveux qui est le je veux, en fait, hein, le je veux et qui veut visualiser. Bah, l'idée, c'est pas ça quand même dans ce que dit Peter Sanders. L'idée, c'est vraiment au niveau de la visualisation de retrouver cette zone qui correspond au troisième œil et de voir ce qui s'y passe, d'expérimenter, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, ces sens subtils ne sont pas, je pense, omniscients. D'accord, on n'est pas dans cette idée d'être des êtres omniscients qui sont capables omniscience, c'est tout, quoi. Je veux dire, on a accès à toutes les connaissances de façon instantanée comme ça et de façon aussi facile. Bon. En plus, l'autre travail, ça va être un travail de prise de conscience, justement, d'attention entre ce qui est de l'ordre de nos projections mentales et ce qui pourrait être de l'ordre de la réception d'une information extérieure. Et ça, je l'ai expérimenté nombre de fois en faisant des voyages chamaniques pour des personnes, notamment sur ce qu'on appelle la divination, où on essaie de trouver des informations pour aider la personne dans sa problématique. Il y a clairement eu des fois où, franchement, je me suis dit, mais en fait, Patrick, tu n'as pas capté une information de façon objective de la personne, il y a eu une projection mentale, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, notre cerveau, encore une fois, a la capacité, notre cerveau, notre système nerveux en général, a la capacité de créer des réalités, de créer des constructions, en fait. Parce que la réalité est une construction. D'accord? En partie. Mais attention, quand je dis qu'elle est une construction, je veux dire qu'elle n'est pas qu'une construction, en fait, aussi, de notre cerveau. Vous voyez? Elle est aussi tangible. Et là, on commence à aller un peu plus loin, entre guillemets, et là, on commence à rentrer dans la sphère du 7e circuit, du 8e, où justement, ça devient très difficile, en fait, d'être complètement objectif. D'où le fait que pour accéder et comprendre et aller, on va dire, avec une meilleure sérénité, les meilleurs moyens dans ces sphères de cette 7e circuit, et après, carrément, le 8e, si tant est qu'on puisse dire qu'on y va, on a besoin d'être dans une forme de détachement. Donc la 8e qualité majeure est de cette recherche de prise de vide mental, en fait. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir du recul sur nos propres mécanismes psychologiques qui vont aller jusqu'à nous amener à faire des projections, des identifications à des choses, et à créer ce qu'on appelle un ego, et s'identifier sans qu'on se rende compte à des idées qui sont en fait du coup potentiellement des croyances, c'est-à-dire des idées qui peuvent nous enfermer dans une façon de penser qui concrètement n'amène pas forcément très loin, voilà, sans vouloir trop rentrer sur ce détail-là. Mais en tout cas, pour revenir à tout ce travail de prise de conscience de ces sens subtils, je pense que c'est vraiment important de rappeler ça, et je crois que Peter Sanders, une des raisons aussi pour laquelle il ne fait pas
beaucoup de promotions autour de tout ça, c'est pour éviter justement de rentrer dans le branding, spirituel, de rentrer dans, voilà, la démarche de vendeur de rêve. C'est-à-dire que oui, en réactivant ces sens, vous allez pouvoir faire ci, vous allez pouvoir faire ça. Quelque part, pour moi, il avait déjà plus ou moins un peu fait dans son livre, mais à nuancer quand même parce qu'il le dit quand même clairement que bon voilà, rien n'est complètement infaillible et l'idée c'est de redevenir des individus libres quoi. C'est pas une recherche de puissance pour redevenir des dieux ou je ne sais quoi. Parce que parfois, pour ces gens qui cherchent à avoir des capacités comme ça, il y a carrément derrière un peu de cette idée-là, quoi. La pensée magique part d'une hypothèse ou d'une pensée, et ou carrément, j'irais jusqu'à dire d'une croyance de surpuissance, c'est-à-dire que nous avons la capacité d'influencer consciemment sur le réel. Bon, pour moi, c'est à nuancer, hein, voilà. Et je vous inviterai du coup, et je le mettrai en post aussi, à regarder l'interview de Carole Cédillo, où elle parle justement de la synchronicité et de comment Jung l'abordait en fait. C'est-à-dire que la synchronicité, c'est exactement ce que j'ai essayé de faire dans le modèle. La synchronicité est donc, entre guillemets, ce qu'ils appellent la manifestation, bon, se fait dans le cadre de l'individuation et d'une recherche de sens, pour comprendre où on en est dans notre vie et pour redevenir des individus plus complets. Et là, pour moi, le modèle, justement, se complète sur lui-même, quoi. Voilà. Mais effectivement, il passe par différentes étapes. Et l'étape dans un premier temps, d'arriver par le travail intérieur, la maîtrise de soi, la réceptivité et le détachement, à réguler un petit peu notre, nos flux émotionnels, nos états émotionnels, et d'être un peu plus conscient de ce qui se passe dans notre corps et d'utiliser un peu plus ses antennes, déjà en soi, j'ai envie de dire que c'est déjà un sacré beau programme, quoi. Voilà. Et qu'il faut le mettre dans une forme d'éthique globale et de recherche de sagesse de façon générale, quoi, voilà. Pas dans une recherche de pouvoir pour du pouvoir. Voilà. Bon, il y aura toujours des gens qui le feront et qui voudront ça, mais si on est, nous, bien au clair là-dessus, je pense qu'il y aura aucun problème et que du coup, oui, effectivement, il faut expérimenter, il faut essayer de réactiver un petit peu ces zones et tout simplement de voir ce qui se passe. Voilà. Et après, chacun en tirera les conclusions qu'il veut. Voilà, merci à tous d'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo, où on commencera à parler des différents exercices qu'on peut faire pour notamment travailler ce qu'on appelle le feeling. Voilà. À bientôt, au revoir.